Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le vice-président de la République à la célébration des 20 ans de l'ASCAD, Timo Komelie-Kone, a donné la conférence inaugurale à la cérémonie officielle. Il a présenté les efforts du pays en matière d'éducation et de formation des jeunes. Il a donné les orientations stratégiques pour une meilleure offre d'emploi et d'employabilité des diplômés. La Case des enfants ouvre ses portes. Ce centre d'accueil des enfants en situation difficile est une initiative de la Fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara. L'édifice rénové, inauguré ce vendredi par sa fondatrice, accompagnée de la première dame de la RDC, de 50, la capacité d'accueil est passée à 80 pensionnaires. Célébration amont de la 34e édition de la Journée mondiale de la protection civile. L'édition 2024 exhorte un meilleur usage des technologies innovantes dans la protection des personnes. Le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, insiste justement sur la vulgarisation de ces outils pour la prévention, la gestion des risques et catastrophes. Le RHDP exprime son soutien aux actions d'assainissement en cours. Une réunion tenue pour se prononcer sur le sujet. Pour le directoire, cette opération permet de protéger les populations et améliorer le cadre de vie. L'ASCAD a célébré ses 20 ans. Une conférence inaugurale a marqué la célébration de ces 2 décennies d'existence de la société savante ivoirienne. Conférence donnée par le vice-président de la République, Timo Komelie-Kone, a fait un état des lieux de l'éducation, de la formation et de l'emploi avant de donner les objectifs du gouvernement sur ces questions. Tous les détails avec Didier Nguessan. 3 septembre 2003. 3 septembre 2023. Ça fait 20 ans que l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, existe. Un anniversaire célébré en présence d'un parterre de personnalités politiques avec à leur tête le vice-président de la République, Timo Komelie-Kone, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. En 2 décennies, la société savante a contribué au développement de la Côte d'Ivoire avec ses travaux scientifiques. Le professeur Owo Asepo Antoine, président de l'ASCAD, dresse le bilan et les perspectives. Au moment où nous fêtons cet anniversaire, comment ne pas saluer et féliciter avec respect, tout le respect qu'on lui doit, le protecteur de l'Académie, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Ouraga, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et à travers lui, tous nos compatriotes. L'ASCAD entend être acteur à part entière. Notre message donc pour ce 20e anniversaire à l'endroit de nos compatriotes est la confiance et l'optimisme. Et nous avons des preuves que nous devons être confiants pour aller vers l'émergence à l'horizon 2040, grâce à ce que nous avons appelé la puissance éducative, qui est la base du scénario final de la Côte d'Ivoire gagnante. Invité à donner une conférence inaugurale sur la thématique de l'éducation, de la formation et de l'emploi en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République, Timo Komelie-Kone, a souligné le développement des infrastructures éducatives. Conscient de l'importance du duo éducation-formation, un accent particulier a été mis sur les infrastructures éducatives et le renforcement des capacités d'enseignement au cours de la période 2012 à 2023. Le secteur éducation-formation a ainsi connu une transformation remarquable durant cette période avec des réalisations importantes. Au total, 44 247 salles de classe ont été construites dans les établissements préscolaires et primaires, soit plus de 3 fois le nombre de constructions réalisées au cours de la décennie précédente. Le nombre de collèges s'est accru avec la construction de 522 nouveaux établissements, portant le total à 797 collèges et lycées à fin 2023. L'offre en enseignement supérieur public s'est étoffée, passant de 5 à 11 universités et grandes écoles,
grâce notamment à la création de nouvelles universités thématiques pour mieux répondre aux exigences des secteurs productifs de l'économie ivoirienne et surtout améliorer l'employabilité des étudiants formés. Le système d'enseignement supérieur a été réformé avec la mise en œuvre de la réforme licence, master, doctorat, LMD, de même que la révision des programmes de formation pour mieux les adapter aux réalités du monde professionnel. En complément de ces développements, infrastructurels surtout, et le recrutement subséquent d'enseignants et chercheurs, les conditions de vie des étudiants ont été améliorées grâce à la réhabilitation des résidences universitaires et des centres régionaux des œuvres universitaires. Le conférencier a aussi indiqué les opportunités d'emploi et de formation mises en œuvre par l'État au profit des jeunes diplômés et de ceux sans qualification. Entre 2016 et 2020, ce sont 29 étudiants de l'INP qui ont réussi l'exploit d'intégrer la prestigieuse École polytechnique de Paris. Le regain de dynamisme du secteur éducatif, notamment dans sa relation avec l'emploi et l'économie nationale, ne doit rien au hasard, mais à la volonté du chef de l'État et aux efforts de son gouvernement. Les jeunes de moins de 35 ans constituent 75% de la population de notre pays. Ce potentiel, s'il n'est pas maîtrisé, peut confronter l'État à des préoccupations majeures, telles que l'aggravation du chômage et l'incitation à l'émigration. Pour y remédier, il est impératif de renforcer l'inclusion sociale et de mettre un accent sur le trinôme éducation, formation, emploi, afin que l'isolement de cette jeunesse ne menace pas à terme la durabilité de la croissance de l'économie nationale. Cette vision qui met les ressources humaines au centre du développement national favorise un système académique conçu pour fournir non seulement une éducation et une formation de qualité, accessible à tous, mais aussi adaptée aux exigences actuelles du marché du travail. Toutes ces initiatives et actions menées par l'État de Côte d'Ivoire ont permis d'enregistrer des résultats encourageants. Rien que durant la période allant de 2020 à 2023, ce sont plus d'1 million de jeunes qui ont bénéficié d'opportunités de formation, de reconversion et de requalification, d'apprentissage, de stage, d'emploi formel et de financement de projets. Plus de 500 000 emplois formels créés en faveur des jeunes. Environ 304 000 jeunes ont également eu accès au financement d'activités génératrices de revenus et de projets entrepreneuriaux. Par ailleurs, parmi les ambitieuses réformes mises en œuvre récemment par le gouvernement ivoirien, il est important de retenir le relèvement à 2 ans de l'âge limite d'accès au concours de la fonction publique, de l'ENA et du CAFOB, qui a permis d'enregistrer plus de 9 500 candidatures additionnelles. Le gouvernement a initié depuis plusieurs années des actions pour le renforcement des structures de technosciences de référence. Autant d'actions destinées à encourager les efforts de production des connaissances pour bâtir un avenir meilleur. Je tiens à féliciter l'ASCAD qui, avec ses propres ressources, anime depuis plusieurs années des programmes d'attribution de bourses et de financement de concours de travaux de recherche au bénéfice des jeunes chercheurs. Bien évidemment, les changements de conjoncture appellent nécessairement à modifier les thématiques de la recherche. Il revient donc aux producteurs de connaissances, notamment ceux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'orienter les programmes d'enseignement et de formation afin de lutter efficacement
contre le chômage des diplômés. Et mes vifs encouragements au président de l'ASCAD et à tous ces valeureux académiciens dont l'engagement a apporté au cours des 2 dernières décennies une plus-value certaine au contenu de nos structures d'enseignement, tous secteurs confondus. Cette célébration est celle de votre engagement en faveur du progrès de notre pays par l'éducation de qualité, la formation innovante pour un emploi meilleur. Au thème de son cours magistral, le vice-président de la République, Tiemoko Meile Kone, a félicité les académiciens pour leur importante contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Il a apporté à l'ASCAD un important soutien financier. Et après 2 ans de travaux, la Case des enfants ouvre ses portes. Le centre d'accueil des enfants en situation difficile est une initiative de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. L'édifice rénové a été inauguré ce vendredi par sa fondatrice, accompagnée pour l'occasion de la première dame de la RDC, Mahama Traoré. Un site qui offre les avantages d'une structure familiale aux enfants abandonnés et orphelins. Telle est la vocation assignée à la Case des enfants, le tout premier foyer d'accueil acquis par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara depuis 1998. Au fil du temps, face à l'ampleur des défis, il est apparu nécessaire de rénover l'ouvrage qui se présentait ainsi jusqu'en 2022. L'appel entendu par les donateurs a donné lieu à d'intenses travaux de réhabilitation et d'extension. 2 années plus tard, la Case des enfants a grandi, devenue encore plus belle et aisée pour accueillir les enfants en situation difficile. C'est toute heureuse que Dominique Ouattara a inauguré ce vendredi la Case des enfants rénovée. Elle avait à ses côtés une invitée spéciale, Denise Tshisekedi, première dame de la RDC, République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes sur une superficie qui a doublé par rapport à la précédente, qui fait 6700 mètres carrés, avec 12 bâtiments. Nous pouvons accueillir maintenant 80 enfants, avec un bâtiment administratif qui est indépendant, 2 salles d'études qui n'existaient pas, 4 dortoirs, 2 pour les filles, 2 pour les garçons, une salle multimédia qui comprend une bibliothèque avec des ordinateurs, une salle télé, un réfectoire, un grand réfectoire et une grande cuisine, une villa pour les sœurs et une infirmerie, et un grand préau cette fois-ci pour les enfants. Vraiment, maman Dominique, comment pouvons-nous te remercier car tu nous as sauvé des situations pas faciles. En plus, nous avons découvert notre nouvelle case qui est magnifique, beaucoup plus spacieux et avec de très belles couleurs. Tu es une véritable maman pour nous. Merci, merci, merci. Nous t'aimons très fort. Rénovée, la Case des enfants, de par sa vocation, fait de nouveau la fierté de sa commune d'accueil, le Plateau. Aussi engagée dans les œuvres sociales dans son pays, la première dame de la RDC partage la cause de la Fondation Children of Africa, celle qui consiste à mobiliser des ressources auprès d'âmes généreuses pour offrir aux enfants d'Afrique de meilleurs cadres d'apprentissage et d'épanouissement. La Case des enfants est un début, mais notre travail ne s'arrête pas ici. Chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, que ce soit en offrant un peu de nos ressources financières ou matérielles, votre temps pour enseigner en partageant vos compétences professionnelles avec ces jeunes esprits, ou simplement en devenant un ambassadeur de l'espoir. Vous avez le pouvoir de changer des vies. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres à se joindre à cette mission. Fier de l'œuvre bâtie, Dominique Ouattara ne formule que gratitude à l'égard des donateurs au soutien de la Fondation Children of Africa. Il s'agit de l'un des 2 projets entièrement financés par le dernier gala de la Fondation Children of Africa tenu en mars 2022. Le second étant la construction d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences à Adiaké qui sera inauguré bientôt. Et c'est grâce à nos généreux donateurs que nous avons réussi à mener à bien ces différentes réalisations. Je tiens à les en remercier très chaleureusement. Merci à chacune des personnes physiques ou morales que je ne pourrais citer aussi et qui ont soutenu ce beau projet
en faveur du bien-être de nos chers enfants. C'est grâce aux efforts combinés de tous que nous avons été en mesure de concrétiser cette nouvelle réalisation de la Fondation Children of Africa. Cette cérémonie s'est tenue en présence d'une pléthore de vedettes de la musique, du sport et du cinéma venues d'Afrique et d'Europe. Elles sont à Abidjan pour assister au 9e dîner de gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa, prévu ce vendredi 1er mars. Et ces personnalités invitées au dîner de gala ont pris part à l'ouverture de la case des enfants rénovée. Je vous propose justement de suivre quelques réactions. C'est génial parce que moi je viens de Treichville. Une initiative comme ça ne peut que combler la jeunesse ivoirienne et il faut pousser, il faut l'encourager, qu'il y ait des maisons, des cases des enfants, beaucoup de cases des enfants à travers la Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique. Notre première dame, notre maman à nous, ce qu'elle fait est formidable pour l'avenir des enfants de la Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce qu'elle fait et merci pour les femmes, merci pour ces orphelins, merci pour cet espoir qu'elle donne à l'humanité. Fier de voir qu'il y a encore de très belles réalisations depuis la dernière fois. Et tout à l'heure, vous l'avez entendu, la première dame, elle a dit que ce projet a été financé par le dîner de gala de la dernière fois. Vraiment, merci. Merci à cette fondation. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ceci soit possible. Je suis très fier de la première dame et de l'initiative aussi. Et ça me fait plaisir c'est une fierté en fait. Pour les enfants africains, pour les enfants du monde entier, pour les enfants de la Côte d'Ivoire, pour les enfants africains, en tout cas, c'est une bonne chose. Moi, je suis toujours fier de ce que fait Children of Africa. Malheureusement, durant trop longtemps, un peu partout sur notre continent, on a négligé la qualité de l'enseignement. Et aujourd'hui, eh bien, on a des jeunes qui sont épanouis. On les voit, on voit dans leur regard, on voit dans leur envie de gagner le monde. Et la Côte d'Ivoire va gagner le monde comme elle a gagné la CAN grâce à sa jeunesse. Aujourd'hui, si chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, je crois qu'on ne pourra pas tout résoudre. Mais on pourrait essayer de, même si c'est 1 ou 2 enfants que tu peux sortir de la précarité, c'est déjà important. Et ce centre démontre que nous-mêmes en tant qu'Africains, je dirais, même si tu n'as pas autant de moyens, que tu vois un enfant dans la rue, que tu peux scolariser, tu peux nourrir, tu peux vêtir, que tu peux soigner, tu as déjà apporté ta pierre à l'édifice et c'est très important. C'est une très bonne initiative. Il faut multiplier ce genre d'opérations pour aider au mieux nos enfants. Et rappelons que le dîner de gala de la Fondation Children of Africa, c'est ce soir. Les fonds recueillis vont servir entre autres à la construction d'un autre bâtiment au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu les ambassadeurs du Canada et de la Turquie. Ils ont parlé du renforcement de la coopération pour promouvoir les échanges, notamment en matière de formation. Didier Nguessan. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a reçu en audience l'ambassadeur de la Turquie et celui du Canada en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération, les possibilités de formation dans le domaine de la santé, la prise en charge des populations vulnérables, l'éducation et le développement régional. On connaît le rôle essentiel du CESEC en termes de fourniture d'avis, de recommandations dans tout ce qui se passe au niveau de la société ivoirienne. On voit la Côte d'Ivoire deuxième puissance économique et on constate que ça passe aussi à travers les recommandations du CESEC et de son rôle fondamental. Donc nous sommes disponibles quand on parle de formation, quand on parle de la venue d'experts pour appuyer le travail du CESEC. Il y a plusieurs terrains de coopération pour la Turquie en Côte d'Ivoire. Ça peut être les infrastructures, l'appui pour les femmes, les programmes pour les étudiants, mais aussi pour les encadrements. Le président du CESEC s'est félicité de cette volonté de coopération, tout en soulignant l'importance des liens historiques et des valeurs communes partagées entre la Côte d'Ivoire, la Turquie et le Canada. Nous avons salué la politique inclusive du Canada, qui est une terre d'intégration des différentes communautés qui y vivent. Et vous savez qu'il y a une forte communauté d'Ivoiriens au Canada.
aussi bien des étudiants que des binationaux. Nous avons salué cela. Il a dit également échanger sur les missions essentielles du Conseil économique que nous voulons voir renforcer, car il s'agit d'une mission consistant à donner des avis et à faire des recommandations sur les politiques publiques du gouvernement. Ces rencontres marquent un nouveau pas vers une coopération renforcée entre le CESEC et les institutions similaires de ces deux pays. Dans l'ouest du pays, Mans accueille la 34e édition de la Journée mondiale de la protection civile. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a saisi l'occasion pour rappeler l'importance de la protection civile. Vagondo Diomondé est revenu sur les outils technologiques dans la prévention, la gestion des risques et catastrophes en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Diadji, Diamasso. Les secours en faveur de la population civile en cas de catastrophe naturelle, d'accidents et de conflits armés sont à l'honneur de la célébration de la 34e édition de la Journée mondiale de la protection civile. À ce jour, les technologies de l'information et de la communication, accompagnées des réformes de l'État, se présentent comme une opportunité pour les services de protection civile en Côte d'Ivoire. Les drones, les satellites, les robots, les véhicules automatiques, les capteurs intelligents, la technologie 3D, les systèmes d'information géographique, l'Internet des personnes et des objets, l'intelligence artificielle sont autant d'outils que les acteurs de la protection civile peuvent exploiter. Cette journée est l'occasion pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de présenter les acquis en termes d'amélioration des services de protection civile. L'acquisition de 2000 tenues aux pompiers civils, la dotation des centres de protection civile en rations alimentaires et l'équipement en véhicules d'intervention sont entre autres à son actif. À notre prise de service, la Côte d'Ivoire disposait de 31 centres de secours. Aujourd'hui, nous en sommes à 38 au total qui sont parfaitement fonctionnels. Et l'aventure ne va pas s'arrêter à ce chiffre, car très bientôt, les centres de secours de Danané, les centres de secours de Biancouma pour la région du Tonkoui vont voir le jour et ils seront équipés pour rapprocher des populations les secours nécessaires. Amadou Koulibaly, le représentant du Premier ministre, a exhorté l'ensemble des acteurs de la protection civile à poursuivre l'œuvre de modernisation. Comment mettre les populations à l'abri des catastrophes? Que le chef de l'État met l'humain, met l'Ivoirien, met tous les habitants de la Côte d'Ivoire au centre de ses préoccupations majeures. L'institution de la Journée mondiale de la protection civile a aussi pour objectif de sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de sinistre. Et on s'arrête sur ce sujet, la Côte d'Ivoire qui donne les moyens aux jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. La formation occupe une place de choix. L'Académie des talents est mise en œuvre avec une offre de formation qui attire de nombreux jeunes. 38 personnels d'enseignement viennent d'effectuer un stage d'immersion en France. Un renforcement de capacités pour toucher à terme 1500 enseignants et formateurs. Nos reporters se sont rendus en région Nouvelle-Aquitaine, c'est dans le sud-ouest de la France. L'Académie des talents, les bases d'une formation de pointe. On le voit avec Jean-Marc Diadji. À 7000 km d'Abidjan, dans le sud-ouest de la France, la ville de Périgueux. C'est ici qu'une dizaine de formateurs ivoiriens ont déposé leurs valises. En Côte d'Ivoire, ils encadrent de jeunes apprenants, mais ici, ils sont eux-mêmes en formation. Ce jour-là, atelier d'exercices pratiques en peinture et moquette. Là, on arrête parce que là, tu vois, on est en train de détremper la première couche. Non, tu pourras pas et tu vas encore plus détremper. C'est pas grave, au lieu de le faire en 2 couches, eh bien, on viendra le faire en 3. Par contre, tu peux regarder, vas-y, fais ton poignet, laisse-le souple. D'accord. Des formateurs à l'école des nouvelles techniques qui mettent à jour leurs connaissances pratiques et apprennent une nouvelle pédagogie. Moi, j'ai appris la pose de papier peint et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une décoration, la décoration du stuc, voilà, qui est la base même de la décoration en peinture bâtiment et c'est fait à partir de la peinture du sable. C'est une décoration qui permet de décorer tout ou moins les bâtiments intérieurs, surtout les maisons habitées.
Voilà, et c'est dans ce sens-là que nous avons fait la décoration. En tout cas, j'ai aimé cette pratique-là. Ils ont été sélectionnés pour faire partie du programme baptisé Académie des talents, initié par le gouvernement ivoirien via le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Un stage de plusieurs semaines pour renforcer leurs capacités, comme ici, sous l'encadrement d'Adeline Combo. Très chargé. Nous apportons beaucoup toutes nos techniques que nous avons ici en France, de nouveaux matériaux qu'ils ne connaissaient pas, des matériels non plus qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est des techniques nouvelles pour eux et qui, je pense, sont bien. Plus loin, un autre groupe de professeurs s'active en atelier maçonnerie. Un retour aux classes pour ces enseignants. Nous avons découvert les nouvelles machines, les nouveaux outils, voilà, et puis une nouvelle manière d'enseigner. Voilà, c'est que l'enseignement par alternance, ce que nous n'avions pas dans nos différents lycées, voilà, en Côte d'Ivoire. Cette opportunité, vraiment, nous voulons vraiment partager ça avec nos enfants, voilà, nos cadets au pays, parce que c'est vraiment bénéfique pour l'avenir. Mais il n'y a pas que les professeurs, quelques responsables de lycées techniques et professionnels sont aussi du voyage pour s'imprégner du suivi administratif. Cette formation nous a appris beaucoup, mais ça a été plutôt un échange d'expériences parce que nous avons vu des choses ici et nous avons fait des remarques dont ils ont vraiment bien voulu tenir compte. Nous pensons au retour du pays, apporter ce que nous avons appris de positif ici, que nous pourrons éventuellement partager à toute la Côte d'Ivoire. Des formations accélérées, suivies de près par Hubert Mounier, le directeur de cette école, qui accueille chaque année environ 4000 apprentis venant d'horizons divers. Pour cette vague, ils sont au total 38 professeurs ivoiriens répartis dans plusieurs villes. C'est le cas aussi ici à Aguien, toujours en région Nouvelle-Aquitaine. Dans cette salle, une dizaine de professeurs en plein cours de dessin. Parmi eux, Roland Dakouri, formateur en ébénisterie et tapisserie au Collège d'enseignement technique et professionnel du Yamoussoukro. Comme les autres, il s'initie à l'utilisation de nouveaux logiciels plus actuels. On nous avait parlé de l'AutoCAD et pour bon nombre d'entre nous, nous avons eu connaissance d'AutoCAD de très loin. Et voici qu'aujourd'hui, nous avons commencé à pratiquer tous ces logiciels. Et là, on découvre un nouveau logiciel qui est vraiment très intéressant pour l'initiation du dessin. Des formateurs formés à la bonne école et appelés à être à l'avant-garde d'une meilleure formation professionnelle de retour au pays. Ce matin-là, au lycée professionnel multisectoriel Mohamed VI de Yopougon d'Abidjan, Antoine Gouanou est en plein cours avec ses élèves. Le cours du jour, technologie en restaurant. Vous avez vu que le buffet est dressé et le client vient se servir. Professeur en art de la table, Antoine Gouanou a aussi reçu une formation en France dans la prestigieuse école de la gastronomie et de l'hôtellerie Ferrandi. Il transmet ici les connaissances acquises. Quand on vient, ça nous donne encore plus de force pour améliorer le travail que nous avons l'habitude de faire. À cette jeune génération qui bénéficie de ces nouvelles connaissances, ça leur permet aussi d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Tout le sens même de l'Académie des talents. Dans cette dynamique, le gouvernement a entrepris la construction de 2 centres de formation et d'apprentissage à Yopougon et à Gagnoa pour former au métier du bâtiment en collaboration avec ces établissements français. Le pays compte ainsi répondre aux besoins pressants d'une main-d'œuvre qualifiée. Et restons dans la formation. Voyons un autre défi. Il faut une bonne alimentation pour les écoliers afin d'avoir l'énergie nécessaire pour mieux apprendre et éviter ainsi les maladies. Mais seulement 36% des écoles ont des cantines scolaires. Le gouvernement veut atteindre les 100% d'ici à 2030. La question a intéressé la rédaction. Nos équipes ont fait le tour pour voir le fonctionnement et surtout les difficultés dans les établissements. Sephora Zegui. École primaire publique, Cocody Danga. Un tour dans la cuisine de la cantine scolaire. Ruth galvanise ses troupes. Il est bientôt midi. Il faut être prêt
avant la sortie des élèves. Pour déterminer le menu, nous avons fait une enquête parce qu'au départ, les mardis, c'était la viande hachée. On s'est rendu compte que le nombre de rationnaires a commencé à diminuer. Au menu ce jour, de l'attiéké accompagné d'omelettes, un mets prisé par les enfants de l'école. Il est 12 heures quand la cloche retentit. Les élèves se succèdent au lavage des mains, puis s'asseyent à la place qui leur est dédiée. Manger à la cantine est une véritable partie de plaisir pour ces tout-petits. J'aime manger à la cantine parce que le menu est varié et ça nous permet de ne pas être en retard à l'école. Comme manger à la cantine, ça nous permet de bien travailler à l'école et de suivre en classe. S'il est vrai que de nombreux facteurs interviennent dans le développement correct du cerveau, une bonne alimentation favorise de meilleurs rendements scolaires. Oui, ça impacte positivement puisque ça permet à l'enfant de rester à l'école. Entre midi et 2, quand ils finissent de manger vite à la cantine, ils vont en classe. C'est qu'on a laissé au tableau, ils vont réviser. L'alimentation scolaire est très importante pour l'épanouissement et puis surtout l'évolution au niveau des études des enfants. À Cocody Danga, plus de 200 repas sont servis par jour. Les lundis et vendredis, la cantine est approvisionnée par le gouvernement et les mardis et vendredis par des mécènes. Le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle la politique de la pérennisation des cantines. Alors, il est donné la latitude de laisser à chaque école de s'organiser. Mais dans les zones rurales, souvent, ce sont les groupements, les coopératives qui alimentent la cantine. Ici, nous sommes en milieu urbain, en plein cœur de Cocody. Évidemment, il n'y a pas de groupement de femmes ici. Mais l'EPP Danga a une chance d'être quand même dans une zone résidentielle où on est entouré quand même de mécènes. Et je le dis, notre cantine vit grâce à certaines personnes, grâce aux riverains. Un tour à la direction des cantines scolaires dans la commune du Plateau. Georges Ayekoé, le directeur en pleine séance de travail avec ses collaborateurs. Pour nous faire le point de constat fait, nous avons pu visiter une dizaine de cantines. Sur la question de la nécessité des cantines dans les établissements scolaires, voici les précisions du directeur. Il a été constaté que les enfants, pour défaut d'alimentation, ne viennent pas à l'école. Ou bien quand ils viennent à l'école, qu'ils retournent à midi, il n'y a pas de nourriture, ils ne reviennent plus en classe. Donc depuis 1989, le gouvernement ivoirien a institué le programme d'admission scolaire dans le système éducatif au niveau du primaire. Dans toutes les écoles primaires, c'est un facteur de maintien et d'amélioration du rendement des enfants. Pour bénéficier du repas dans les cantines scolaires, l'élève devra débourser la somme de 25 francs CFA. Les enfants issus des milieux défavorisés sont prioritaires. À l'occasion de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance un appel. Le budget de l'État seul ne peut pas couvrir tous les besoins des enfants qui sont à l'école primaire et même dans le collège, puisque l'ambition de l'État, c'est de faire en sorte que l'alimentation scolaire soit servie dans les collèges de proximité. Donc, mobilisons-nous tous de sorte que ce pari puisse être tenu, parce que sans repas scolaire, le taux de décrochage va être élevé. Sur 16 038 écoles primaires publiques en Côte d'Ivoire, seulement 5 602 disposent de cantines scolaires. Le gouvernement entend d'ici à 2030 passer à 100% de couverture et l'appui de tous est nécessaire pour y parvenir. Le RHDP s'est prononcé sur l'opération d'assainissement dans certains quartiers d'Abidjan. Pour le directoire, cette action permet de sauver des vies en raison des risques et améliorer le cadre de vie des populations. Érigoré. Le RHDP ne reste pas silencieux. Le parti présidentiel donne sa position pour mettre fin à toutes les polémiques liées aux opérations d'assainissement du district autonome d'Abidjan. Ces opérations sont nécessaires pour la suivi des populations concernées et également pour améliorer le cadre de vie des Abidjanais, selon le porte-parole adjoint Mamadou Touré. Ces mesures urgentes s'inscrivent d'une part dans la dynamique de préservation de la vie des populations continuellement soumises aux conséquences désastreuses des pluies diluviennes et d'autre part dans la volonté d'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations dans la capitale économique. Les installations anarchiques sur le domaine public sont formellement interdites.
Le Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix, solidaire des élèves et des familles impactées. Le RHDP est particulièrement sensible à la situation des élèves impactés par la dite opération et encourage le district autonome d'Abidjan à amplifier les mesures prises à l'effet de lui assurer une scolarité normale et aisée. Le RHDP apporte son soutien aux populations impactées par les opérations d'assainissement et les exhorte à la retenue et à la prudence face aux tentatives d'instrumentalisation instiguées par certains individus, groupements ou partis politiques. Mamadou Touré dénonce les récupérations à des fins politiques. Le RHDP dénonce la tentative honteuse d'exploitation de la part de dirigeants de partis qui s'emploient à récupérer politiquement la détresse de nos concitoyens impactés par cette opération. Le RHDP note avec un certain étonnement que ces responsables de partis, aujourd'hui dans l'opposition, oublient qu'ils ont tous gouverné, souvent au niveau le plus élevé dans notre pays. Le RHDP rappelle en conséquence à l'opinion nationale que les occupations anarchiques du domaine public urbain ainsi que la colonisation des zones à risque et les désordres qui en ont résulté sont les conséquences de politiques laxistes d'aménagement du territoire conduites par certains gouvernements qui nous ont précédés au pouvoir. Pour le parti au pouvoir, les gigantesques réalisations du président Alassane Ouattara doivent être saluées et encouragées. Le RHDP renouvelle son soutien et sa pleine confiance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour le travail inlassable de construction, de modernisation de nos infrastructures et de transformation qualitative de notre capital économique et du pays tout entier. Le RHDP soutient le district autonome d'Abidjan dans le processus d'assainissement actuellement en cours de l'espace public et invite les maires du district à s'associer pleinement à cette action afin d'informer convenablement et de sensibiliser les populations. Le parti au pouvoir soutient le gouvernement dans la recherche des solutions pour soulager les populations en situation de détresse causée par ces opérations d'assainissement. Stop à l'incivisme sur la route, un message au centre de la campagne mondiale des Nations Unies sur la sécurité routière. Après l'édition de la zone Europe, la ville de Bouaké accueille dès demain celle de la zone Afrique. Ce rendez-vous vise à réduire le nombre de victimes sur les routes africaines. Le gouvernement ivoirien veut réduire justement les accidents de 25% d'ici à 2025. L'Afrique, le continent le plus affecté par les accidents de la route, avec 1 019 000 décès par an, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, on dénombre 21 décès sur 100 000 personnes, toujours selon ce même rapport. De 1400 personnes tuées en 2022 à 1051 personnes en 2023, la Côte d'Ivoire, à travers la campagne mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière dans la zone Afrique, veut réduire ce taux de mortalité. Bouaké, ville hôte du lancement de ce rendez-vous mondial de la sécurité routière. Elles seront sensibilisées à ce sujet, autorités nationales, locales, partenaires de la zone Afrique, population. Une initiative de l'ONU représentée par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'organisation, Jean Taude, et le ministère ivoirien des Transports. C'est une fierté pour nous. C'est pour la première fois que ça se tient en Afrique, que ça se tient en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la reconnaissance des efforts qui sont entrepris par les autorités de ce pays. Et donc ce sera à Bouaké, les 2 et 3, avec des actions terrain. Inviter les usagers de la route à réfléchir sur leur comportement au volant, rappeler les gestes qui sauvent à travers des actions de terrain et ateliers, tout le sens de cette campagne. Il va y avoir la participation de grandes célébrités du monde, dont notre compatriote Didier Drogba, qui vont donc adresser des messages. Ce rendez-vous sur la sécurité routière, après celui de 2023 en Belgique, vise à réduire le nombre de victimes sur les routes africaines. Un reportage de Ndangui Dangui, le président du groupe de la Banque africaine de développement Akewomi Adesina, a rencontré les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion d'un déjeuner diplomatique. L'on retient des échanges que la BAD a eu un impact sur la vie de 400 millions de personnes ces 7 dernières années. Jean-Jacques Wabé. Après 4 années d'interruption, le président du groupe de la Banque africaine de développement BAD a renoué ce jeudi avec le traditionnel déjeuner diplomatique à l'honneur des ambassadeurs.
Malgré l'environnement économique mondial et régional difficile, 15 pays africains, selon un rapport de l'Union africaine et de la BAD en 2023, ont enregistré une croissance de 5% de leur production. Et ce rapport prévoit que l'Afrique, en 2024, va compter 11 des 20 économies à la croissance la plus rapide du monde. L'année dernière, les conseils d'administration ont approuvé 159 opérations d'une valeur de 10 milliards de dollars pour les pays, ce qui représente le 10e niveau de financement le plus élevé de l'histoire de la banque. Vous pouvez voir le résultat ici même à Abidjan avec la construction du 4e pont qui a été financé par la Banque africaine de développement. En effet, notre soutien à notre pays hôte, la Côte d'Ivoire, a été multiplié par 5 depuis 2015, date de mon élection à la présidence, passant de 460 millions de dollars en 2015 à 3,1 milliards de dollars en 2023. Dans toute l'Afrique, selon le président de la BAD, au cours des 5 dernières années, les opérations du groupe ont eu un impact direct sur la vie de 400 millions de personnes. Cette année marque une étape importante pour la BAD, la célébration des 60 ans de l'institution. Les festivités démarrent en mai prochain au Kenya lors des assemblées annuelles du groupe de la BAD. Alors maintenant, en France, c'était le 5e jour du Salon de l'agriculture de Paris. Toute l'attention est tournée vers la Côte d'Ivoire. Les visiteurs affluent en mars vers le pavillon ivoirien pour découvrir les stands. Suivant de près l'ambiance qui a prévalu lors de cette journée avec notre envoyé spécial Marie-Chantal Akandan. Les discussions se sont déroulées autour des opportunités d'investissement dans le secteur de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Les projections de la Banque mondiale indiquent que d'ici 2030, 62% des produits de la mer consommés seront issus de l'élevage, répondant ainsi à la demande croissante, notamment en Asie, qui absorbera près de 70% de la production mondiale. L'espèce est beaucoup prisée en Côte d'Ivoire. Voilà, par le passé, on pouvait l'appeler le poisson ministre parce que beaucoup aiment le mâchoiron. On l'utilise dans plusieurs mets. Voilà, on peut le faire mâchoiron piqué ou bien dans les sauces. Vraiment, c'est beaucoup prisé en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi nous élevons. Cette croissance exponentielle de la demande offre une fenêtre d'opportunité pour le développement d'une aquaculture responsable. Parce que nous importons beaucoup de poissons, une importation qui avoisine les 550 000 tonnes. Voilà, donc nous avons pour objectif en tout cas de renverser cette tendance-là. Et voilà, nous venons ici au salon de l'agriculture, qui est une porte ouverte sur le monde pour pouvoir rencontrer des partenaires de la France, de d'autres pays, pour pouvoir créer des synergies, des partenariats pour pouvoir on va dire, développer notre projet au niveau de la Côte d'Ivoire. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, a pris les devants en créant une direction dédiée à l'aquaculture. Avant la création de la direction, nous étions à, on va dire, en termes de statistiques, 4500 tonnes, mais les statistiques de l'année 2022, nous sommes montés à 7000 tonnes en termes de production aquacole au niveau national. Cette direction a présenté aux partenaires les perspectives de business dans ce secteur prometteur. Plusieurs experts ont pris la parole pour informer et encourager les opérateurs à se jeter à l'eau dans le secteur aquacole, car le courant d'eau est très favorable. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h demain, 20h. Retrouvez Marie-Longue Goran. Ce soir, le sage nous apprend que les résidus dans le miel ne peuvent empêcher d'apprécier sa saveur. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI.